Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ah oui? Oui? Tu veux que je prenne qui? Oui? Ah bah j'ai négocié. Ça se passe. Non mais t'as réussi à négocier. Ça chauffe un peu. On le lâche ça. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du bien-être au travail dans la filière équine. Alors pour ça, je reçois 3 personnes. Je reçois Vanina Deneux-Lebart, donc qui est chercheuse en sociologie à l'IFCE. Bonjour Vanina. Bonjour Laurent. Je reçois Charlène Lourd, qui est directrice d'Equiresources, service emploi et orientation de l'IFCE. Bonjour Charlène. Bonjour Laurent. Je reçois Charlotte Fustec, qui est directrice du Conseil des chevaux de Normandie et qui porte le label Écuresse, justement, dont on parlera tout à l'heure, et qui est créatrice de ce label. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Alors Vanina, je voudrais qu'on commence avec toi sur cet aspect bien-être au travail. Tu parles d'ailleurs plutôt de la notion de bien vivre, toi, et tu penses à une déconstruction de ce concept. Tu voudrais le remettre dans un contexte plus large. Oui, en effet, je suis assez critique avec ce terme de bien-être parce qu'on l'utilise un petit peu à tout va et à force de l'utiliser, on ne sait plus exactement ce qu'il veut dire. Et puis en plus, ce terme de bien-être, ça renvoie à quelque chose de très subjectif et donc à une immense variabilité. Ce que montrent en fait les sociologues du travail, c'est un tableau assez noir qui montre une forte recrudescence des dysfonctionnements dans les organisations du travail. Et ça va avoir pour conséquence beaucoup de problèmes en termes de santé physique, de santé mentale des salariés. Et parfois, ça peut conduire à des situations dramatiques. En d'autres termes, aujourd'hui, en France, pour le pays que je connais le mieux par rapport à ce que j'ai pu lire, le travail peut rendre malade. Il va y avoir des problèmes de troubles musculo-squelettiques, de diabète, de cancer, de dépression, de burn-out, de choses comme ça. Donc c'est pour ça que employer ce terme de bien-être, alors même qu'aujourd'hui les sociologues documentent de façon très précise tous les problèmes de mal-être, me pose question. Et puis surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que le travail, c'est un élément clé dans la structuration de l'identité individuelle. Donc quand ça ne va pas dans le travail, ça va contaminer les autres sphères, donc précisément l'estime de soi, la confiance de soi, avoir des problèmes de santé physique et mentale, mais ça va aussi impacter la sphère amicale et familiale. Et donc, les sociologues du travail, et je les rejoins, sont critiques vis-à-vis de toutes les formations et autres guides de développement personnel qui vont promouvoir justement ce fameux bien-être au travail. La critique, elle est due au fait qu'on fait reposer sur les individus la responsabilité et parfois la culpabilité de leur mal-être au travail. Donc, soit ils savent pas prendre de recul, soit ils se laissent polluer, soit ils sont mal organisés, etc. Mais par contre, il n'y a pas de critique sur l'organisation même du travail, sur les conditions et surtout sur les conditions de vie au travail qui peuvent être justement dégradées ou délétères. Tu veux dire que c'est au salarié de s'adapter aux conditions du travail qui lui sont imposées. Voilà. Et sur ce point, il y a quelque chose de tout à fait éclairant. J'ai eu écho récemment d'une question qui peut être de plus en plus posée à des candidats, donc des entretiens de recrutement. Et on leur demande s'ils sont résistants au stress. Alors moi, ça m'interpelle parce que, en fait, on demande à la candidate ou candidat des compétences émotionnelles qui sont propres à compenser les dysfonctionnements d'une organisation du travail, d'une entreprise. Parce que derrière cette question, est-ce que vous êtes résistant au stress, ce qu'il faut entendre, c'est que la personne va avoir beaucoup de travail et qu'elle n'aura pas les moyens nécessaires pour y arriver. Alors, est-ce que notre filière a des spécificités dans ce domaine ou est-ce qu'elle est comparable à d'autres filières où on connaît ce type de problème ? Non, elle n'est pas spécifique. Alors, les sociologues ont beaucoup travaillé notamment sur les métiers de la santé pour montrer justement tous les effets délétères du manque de moyens et les impacts sur la vie au travail des individus. Mais ce que montrent les sociologues du travail, c'est que toute
les sphères d'activité en France, alors dans d'autres pays, mais moi je me suis surtout documentée pour ce qui se passe en France, sont touchées par ces problèmes structurels. La filière équine, enfin les mondes du cheval, ne font pas exception à cette règle. Donc on a bien compris les spécificités qu'il pouvait y avoir dans cette filière équine, mais est-ce que tu peux, Charlène, nous les détailler, puisque je crois que tu as étudié cette question. Donc quelle est la problématique spécifique à nos métiers? Et je crois qu'il y a aussi des métiers qui sont en tension dans cette filière. Oui, complètement. Donc comme le disait Vanina, la filière équine n'échappe pas au problème général qui se pose sur le bien-vivre au travail de notre société. La filière équine, elle connaît, comme d'autres secteurs d'activité, ce qu'on appelle une pénurie de professionnels. Ça fait à peu près 10 ans qu'on est sur ce phénomène qui ne s'atténue pas, mais qui au contraire s'amplifie, et au point où certains métiers sont dits métiers en tension. Alors qu'est-ce qu'un métier en tension ? C'est à la fois quand le métier va être en tension quantitative, c'est-à-dire qu'on aura plus d'offres d'emploi que de personnes postulant sur ces offres, mais on a aussi une tension dite qualitative, où l'offre de travail va être différente, soit du niveau de compétence des personnes qui pourraient y prétendre, soit différente du niveau de vie au travail qui leur est proposé. Voilà, ça c'est une autre tension qu'il est possible d'observer. Et en fait, on a ces tensions, elles concernaient au tout début le secteur des courses hippiques, avec notamment les métiers liés à l'entraînement des chevaux de course pur sang et trotteurs, donc les cavaliers d'entraînement et les lad drivers. Ensuite, ce phénomène s'est étendu au secteur de l'élevage, donc élevage de chevaux de course, puis élevage de l'ensemble des chevaux. Ensuite, le sport a été concerné par le métier de groom, notamment. Là, on avait un vrai problème de tension qualitative où on avait un niveau de compétence qui était en deçà de ce qu'attendaient les cavaliers de leur groom. Et puis, plus récemment, ce sont les métiers du loisir qui sont concernés. Et d'ailleurs, les dernières données rendues par l'Observatoire des métiers, de l'emploi et des formations de la filière équine, donc ce qu'on appelle l'OMEF, de l'IFCE, rend compte que ce sont les 3 métiers phares du loisir qui sont concernés, à savoir enseignants, animateurs et accompagnateurs de tourisme équestre. Alors, il y a, tu l'as dit, des métiers en tension un petit peu dans tous les segments de la filière. Et en plus, cette tension, elle est alimentée par un turnover important. Oui, en fait, il faut arriver à comprendre ce système de tension dans notre filière par 2 facteurs. D'un côté, on a un facteur turnover, donc rotation du personnel, qui est historiquement très élevé dans la filière équine. Et ce, depuis toujours, on est environ à entre 20 et 25% de départ. Donc en fait, il faut bien comprendre que chaque année, on a un quart de nos travailleurs qui quittent les métiers de la filière équine et qui n'y reviennent pas. Donc c'est énorme, et par rapport à d'autres métiers, c'est vraiment très élevé. Mais en fait, ce turnover, il existe depuis toujours, mais il était pallié par une arrivée massive de cette jeune génération de travailleurs qui, par passion, voulaient travailler avec les chevaux. Or, ce vivier, en fait, on se rend compte qu'il diminue. Donc après, l'équation est assez facile à comprendre. D'un côté, on a une forte déperdition et de l'autre, on a une moins bonne arrivée. Donc ce qui forcément, mathématiquement, augmente la tension. Tout à fait. Et ce vivier moins important, il est lié à quoi? C'est lié aux âges des candidats? Comment ça se fait? Alors, on paye aussi les abus qui ont pu être faits dans les écuries. On le sait, donc ce sont des métiers passion, et des fois la passion, elle amène à des conditions de travail extrêmes. Quand je dis conditions de travail extrêmes, c'est beaucoup d'heures et une rémunération, par exemple, qui en face n'est pas du tout à la hauteur de l'investissement des personnes. Et en fait, si vous voulez, ce mécanisme qui est en place depuis toujours dans les écuries, fait qu'aujourd'hui, avec nos nouvelles générations qui ont un regard différent sur la manière d'aborder le travail, parce que ça reste un travail malgré que ce soit des métiers passion, ça amène à des nouveaux travailleurs qui sont moins attirés. Et donc, il faut aujourd'hui retravailler sur l'attractivité des métiers du cheval, ce qui est assez paradoxal alors qu'on est sur des métiers passion à qui on doit redorer un petit peu l'image. Alors justement, pour améliorer cette attractivité, je crois que vous avez travaillé sur une campagne de communication qui s'appelle Le Cheval Recrute. Exactement. En octobre 2021, donc c'est précisément #Le Cheval Recrute pour toucher cette nouvelle génération, où l'objectif était réellement de travailler à la fois sur l'attractivité, c'est-à-dire faire connaître aussi au grand public nos différents métiers qui sont pas mal ou méconnus des personnes qui n'ont pas de pied, on va dire, dans cet univers particulier. Et le deuxième facteur à travailler, c'était la fidélisation
Donc, on se souvient bien de cette équation. On travaille sur l'attractivité de ce vivier qui va arriver et la fidélisation pour ceux qui partiraient un petit peu plus tard, idéalement. Il y a eu une étude aussi faite dans le monde des courses, je crois, sur l'intégration des jeunes au niveau professionnel. Oui, en parallèle, donc la même année, en 2021, donc cet observatoire, l'OMEF, a pu publier une étude sur l'attractivité des métiers en lien avec l'entraînement des chevaux de course. Alors, il faut savoir que cette année 2021, elle a été particulière pour nous parce que d'un côté, on avait ce lancement de la campagne parce qu'on sentait bien qu'il y avait des difficultés de recrutement. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ont été assez révélateurs de cette ambiance qu'on avait dans les écuries que l'étude a pu objectiver. Dans le sens où je m'explique, quand on a lancé la campagne #lechevalrecrute, notamment sur les réseaux sociaux, donc on avait une vidéo qui faisait la promotion de l'univers du cheval, les métiers qu'on pouvait faire, la diversité. Et bien en fait, on s'est retrouvé sous une déferlante de commentaires sur les réseaux sociaux très négatives. Parce qu'en fait, ces commentaires, ils critiquaient les conditions de travail directement. Et ça, on a eu un vrai moment où on s'est dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on garde? Mais quelque part, ça a été vraiment... C'est pas agréable, mais ça a été vraiment le tournant qui nous a fait mettre en place des actions. Et le fait que l'étude, en plus, puisse dire objectivement, par une étude scientifique, les problématiques d'attractivité, et je le mets dans le mille, eh bien, cette étude, elle a révélé effectivement que les départs étaient dus notamment à des mauvaises intégrations des jeunes professionnels et à un management qui n'était pas toujours adapté avec les attentes. Alors, Charlène vient d'évoquer une problématique importante, celle de la fidélisation des salariés. Je crois que tu as travaillé sur ce sujet aussi. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi fidéliser ces salariés? Parce qu'on en parle, mais on peut peut-être revenir au pourquoi. Tout d'abord, fidéliser ces salariés, ça contribue à créer un environnement de travail stable, propice à la productivité. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la fidélisation de ces salariés, ça permet aussi de réduire les coûts liés au recrutement et à la formation. Tout le processus de recrutement est à la fois chronophage, mais il est aussi onéreux. Et finalement, il peut être beaucoup plus rentable d'investir sur l'épanouissement de nos collaborateurs actuels plutôt que sur le recrutement et la formation de toujours de nouvelles personnes, en fait, de rechercher toujours de nouvelles personnes. Fidéliser nos salariés, ça permet aussi de renforcer notre image de marque, puisque si on a une image positive sur le marché du travail, ça va aussi permettre d'attirer des nouveaux talents, des meilleurs talents en tout cas, et d'avoir une équipe hautement qualifiée et motivée. On a aussi des cercles vertueux, notamment si on a des salariés à la fois engagés et évidemment fidélisés. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs vis-à-vis de nos clients et ça peut aussi permettre de fidéliser notre clientèle. Et pour terminer, on peut aussi avoir un autre cercle vertueux qui est avec le bien-être des chevaux, tout simplement, puisque dans notre filière, on a quand même des savoirs, des techniques qui sont spécifiques aux chevaux et de toujours devoir recruter des nouvelles personnes, ça entache un petit peu cette transmission et on peut avoir quelques soucis à ce niveau-là et du coup, ça peut avoir un impact sur le bien-être de nos chevaux. Alors, on y reviendra tout à l'heure et tu nous parleras de ce qui a été fait sous l'angle du label, justement, pour répondre à cette problématique de fidélisation. Vanina, je voudrais qu'on revienne maintenant sur... on a pas mal discuté là de ces conditions de bien-être et de ces particularités de la filière, mais qu'est-ce qui fait qu'on a un ressenti de bien-être pour un salarié dans une entreprise, pour un travailleur en général? Qu'est-ce qui fait que ça amène cette notion? Quelles sont les conditions de ce bien-être? Alors, j'emploierai toujours pas ce terme de bien-être, Laurent, mais par contre, je pense qu'on va plutôt pouvoir parler du bon travail. Je vais reprendre Christophe Dejour, qui est un psychiatre spécialiste de la souffrance au travail et qui dit que travailler, ça n'est pas seulement produire, c'est aussi se produire soi-même. Et donc, on travaille à produire un bien ou un service, mais on travaille aussi à produire une identité. Donc, au total, celui ou celle qui travaille entend que sa production soit un bon travail, c'est-à-dire que son travail soit bien fait. Pour ça, il faut qu'il ait des consignes claires, qu'il ait suffisamment d'autonomie pour pouvoir le réaliser de manière la plus efficace en fonction de ses savoirs, de ses compétences et de son expérience. Il faut qu'il puisse faire un beau travail. Le beau travail, c'est le travail qui est fait dans les règles de l'art. Donc, en fonction des règles du métier, de ce qu'il a appris et qui va lui permettre d'être reconnu par ses pairs comme étant un bon professionnel. Et puis, ce travail, il doit être utile. Utile, évidemment, pour l'usager,
que ce soit un bien ou un service, mais aussi utile pour la société. C'est la place de l'individu dans la société qui se joue. Et donc, le dernier élément majeur dans le résultat de cette production de biens ou de services, c'est la reconnaissance même de ce travail. De pouvoir dire que c'est justement un beau, un bon et un travail utile. Et donc, cette reconnaissance, c'est le point clé de la construction identitaire de l'individu. C'est ce qui en fait un bon professionnel et c'est ce qui, personnellement, va pouvoir nourrir la confiance et l'estime de soi. Parce qu'en fait, travailler, c'est aussi développer de nouvelles habiletés. Parfois, d'arriver à faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Autre élément sur cette identité, et je vais rejoindre les propos de Charlotte, c'est-à-dire que on ne travaille jamais seul, on travaille dans un collectif. Et donc, ces éléments identitaires du monde travail, c'est ce qui permet aussi de créer un collectif dans lequel on se sent bien, un collectif qui est fier de travailler ensemble, qui a une bonne réputation, et donc on va fidéliser puisque les gens vont vouloir rester. Et au-delà de ce collectif, il y a aussi une particularité en plus dans ce travail, c'est qu'on travaille avec des chevaux. Tout à fait. C'est un métier qui est, on va dire, interspécifique, c'est-à-dire que ce sont deux espèces différentes qui vont travailler ensemble. Parce que le cheval, en fait, c'est aussi un acteur du travail, c'est un collaborateur de travail. Mais ce collaborateur, il est particulier. C'est-à-dire qu'il a des besoins, des attentes et des reconnaissances qui lui sont propres, qui sont propres à son espèce. Et ces besoins, attentes et reconnaissances propres à l'espèce vont avoir des incidences sur la pratique même des humains vis-à-vis des équidés. Autrement dit, les humains ont des obligations éthiques et déontologiques vis-à-vis de leurs collaborateurs équins. On a défini cette notion de bien-être au travail, de bien vivre au travail, l'autonomie, la reconnaissance au travail, ce fait de se sentir utile, de pouvoir s'émanciper dans son travail. Charlotte a évoqué aussi le problème de la fidélisation donc des salariés. Et tout ça nous a amené, je crois, à une réflexion qui permis de définir un label, le label bien-être au travail dans le cadre des CURES. Quelle a été l'origine de ce travail, Charlène ? Alors, tu l'as bien dit, Laurent, effectivement, c'est le fruit, là aussi, d'un travail collectif, puisque c'est un groupement de personnes qui ont eu cette idée, donc toujours attaché à cette fameuse étude donc d'attractivité des métiers des courses, parce que, je le rappelle, c'est vraiment sur ces métiers-là le point de départ. Après, ça s'est étendu, mais vraiment le point de départ, c'était les courses, et aujourd'hui, le label s'applique d'ailleurs à tous les secteurs. Mais il faut voir dans ce climat de pénurie de professionnels un effet positif, c'est effectivement celui de prendre à bras-le-corps les raisons des départs des professionnels. Et donc l'étude de l'AMEC, Attractivité des métiers et des emplois dans les courses, eh bien, elle a montré objectivement que le levier principal à actionner, c'était l'environnement de travail. Parce que parmi les critères d'insatisfaction, on a certes le niveau de rémunération, pas tant le niveau faible de rémunération, mais comme je le disais en amont, c'est ce temps passé face à la rémunération qui n'est pas bonne. Une prise en compte de la santé et de la sécurité au travail qui, aux yeux des salariés, n'est pas suffisante. Ils recherchent aussi un meilleur équilibre vie privée, vie personnelle. Et enfin, on a aussi comme critère d'insatisfaction le manque de soutien et d'écoute de la part des responsables, une mauvaise ambiance de travail et une organisation de travail à revoir. Donc, ce sont autant de critères qui ont permis la prise de conscience des professionnels. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette étude, elle est parue en novembre, si ma mémoire est bonne, novembre 2021, et en février et mars ont eu lieu 2 forums. 2 forums où on a présenté les résultats de cette étude auprès des professionnels, socioprofessionnels et instances. Et en fait, il y a eu vraiment un consensus où différentes pistes d'action ont été envisagées. Et parmi ces pistes d'action était celui de créer un label qui pouvait non pas de taper sur ceux qui font mal, mais de valoriser ceux qui font bien et du coup d'entraîner les autres dans cette démarche, puisqu'on sait que c'est une filière qui travaille essentiellement avec l'image entre pairs. Donc en fait, le fait de se dire « Ah, mon voisin fait mieux, il a plus de candidats que moi, bon, je vais aussi me lancer dans cette démarche pour attirer les nouveaux talents. » Donc ça, c'était vraiment le processus et l'origine du label. Donc là, on a vu effectivement les fondements de ce label qui démarre en 2022, c'est ça, Charlotte ? Alors, en 2022, on a effectivement la FASEC et Equiresources qui sont tournés vers le Conseil des chevaux de Normandie
pour s'appuyer sur le label qui existait déjà, le label EQRS en faveur de l'environnement et du bien-être animal. Donc c'était un petit peu pour s'appuyer sur l'expertise du Conseil des chevaux de Normandie à ce moment-là, pour créer une nouvelle démarche de qualité sur ce nouveau sujet, donc le sujet plutôt social. Ce qui tombait plutôt bien, puisque nous, on s'occupait déjà de la partie environnement, un petit peu économique. Et là, en s'attaquant à cette nouvelle partie sociale, on pouvait offrir, en tout cas aux professionnels, une vraie démarche RSE complète. Pour revenir à ce qu'est le label EQRS bien-être au travail, donc aujourd'hui, c'est la seule démarche de qualité en faveur du bien-être au travail, spécifiquement dédiée à la filière équine. Il concerne à la fois les entreprises terrain, donc les éleveurs, les centres équestres, les écuries de propriétaires, les entraîneurs, etc., mais aussi tout autre organisme de la filière équine, donc à la fois des institutions, à la fois des entreprises industrielles et de services en lien avec les chevaux. Enfin, il est vraiment destiné à toute entreprise. Des organisateurs d'événements aussi ? Des organisateurs d'événements, des hippodromes. Quelles sont les thématiques, Charlotte, prises en compte dans ce label ? Alors, on a 4 thématiques: l'organisation au travail, la santé au travail, la gestion humaine et le processus d'intégration. Et la dernière, c'est l'ambiance et la qualité de vie au travail. Donc, au total, on a 19 critères à destination des employeurs, mais on a également 17 critères pour les salariés. Puisque l'idée, c'est que on ait évidemment les réponses de l'employeur qui s'engage dans la démarche, c'est une démarche volontaire, mais également qu'on ait le ressenti des salariés, des employés, avec des entretiens auprès d'un échantillon de salariés de l'entreprise. Et il y a différentes étapes dans la démarche de labellisation ? Tout à fait. La première étape, qui est vraiment ouverte à tous, c'est de remplir un autodiagnostic directement en ligne sur notre site internet, ce qui permet déjà de faire l'état des lieux de ces pratiques. Il n'y a aucun engagement. On a beaucoup de structures qui le font aussi pour s'auto-évaluer finalement. C'est ce qui existait déjà dans EQRS. Tout à fait. C'est exactement le même principe. Ensuite, si la structure est éligible, alors nous, on envoie un évaluateur sur site. L'évaluation dure généralement une demi-journée et c'est là où on a la partie employeur avec des questions, un système d'entretien, questions-réponses et des pièces justificatives à fournir, mais également des entretiens auprès d'un certain nombre de salariés. À partir de là, nous, on obtient un rapport d'évaluation. Si tout est OK, s'il n'y a aucun écart, la structure peut alors être labellisée. Il y a différents niveaux de labellisation ? On a 3 niveaux, donc niveau 1 engagement, niveau 2 progression, niveau 3 excellence, puisque chaque critère a 3 niveaux, ce qui permet vraiment de rentrer dans une démarche d'amélioration continue, puisqu'on peut être niveau 1 sur une thématique, niveau 2 sur une autre, et ce qui permet d'aider les professionnels à s'améliorer, à la fois sur les points qui leur posent le plus de problèmes, ou les points qu'ils souhaitent améliorer plus que les autres, tout simplement. Et il y a différentes entités qui sont impliquées donc dans ce label. Tout à fait. Donc nous, en tant que démarche de qualité, on a un système de contrôle interne où c'est ce que j'ai expliqué avec les évaluations, nos auditeurs internes. Mais on a également un comité de labellisation. En fait, c'est simplement toutes les personnes qui ont été mises autour de la table au départ pour créer les critères du label, donc tous les représentants de la filière équine, et qui vont se réunir dorénavant une fois par an pour valider les orientations stratégiques du label, des modifications de critères s'il y en a. Donc autour de la table, on avait des représentants du secteur trot, du secteur galop, de la FFE, l'IFCE évidemment. Et finalement, ce label, il est coporté par 3 organismes. Le Conseil des chevaux de Normandie, donc via EQRS, qui gère finalement tout le système de contrôle interne, toute la communication, la formation des évaluateurs, le lien avec l'organisme certificateur. La FASEC, qui s'occupe vraiment de toute la partie course, à la fois sur la prospection, mais qui a aussi formé des personnes pour devenir auditeurs du label EQRS. Et pour finir, Equiresources. Et Charlène, je te laisse préciser quel est le rôle d'Equiresources dans ce label. Oui, alors Equiresources, de par sa mission d'aide au recrutement pour les entreprises équines, est très en lien avec les employeurs, les salariés, les stagiaires, les apprentis. Et donc, ça nous paraissait tout naturel donc d'accompagner le lancement de ce label EQRS bien-être au travail, avec à la fois une sensibilisation de nos usagers, qui utilisent donc la plateforme www.equiresources.fr pour justement, comme je disais tout à l'heure, vraiment démarquer les employeurs qui avaient cette labellisation. Et donc notamment, on a sur notre site internet maintenant un système de macarons, c'est-à-dire que quand une entreprise est labellisée, sur son offre d'emploi et sur sa fiche employeur, eh bien apparaît le niveau de labellisation. Donc on a les 3 niveaux qui apparaissent, et c'est un moyen très facile pour les candidats, eh bien de se dire cette entreprise est labellisée. Et voilà, ça peut aussi les motiver des fois à candidater.
Et la deuxième action que fait Equiresources, c'est évidemment de promouvoir ce label en parlant, en prospectant, et puis comme Charlotte le disait, dans le processus, il y a les autodiagnostics qui sont faits gratuitement donc sur la plateforme du label. Et nous, c'est vrai qu'on a une tendance à les appeler pour les inciter à aller plus loin. Oui, il y a une forme de prise de conscience aussi dans l'autodiagnostic. Oui, tout à fait. Alors Charlotte, tu as évoqué tout à l'heure les critères du label. Je crois qu'il y en a un certain nombre, tu l'as cité, mais peux-tu revenir sur ces critères ? Je vais donner quelques exemples. Alors, on a des critères, évidemment, sur, par exemple, les jours de repos ou les heures supplémentaires, qui s'appuient vraiment sur la convention collective, sur le droit du travail. Un exemple très concret, pour les jours de repos, le niveau 1, effectivement, ça va être le respect de la convention collective. Mais derrière, pour monter un petit peu les échelons, ça va être de proposer les jours de repos le week-end, 1 jour, 2 jours consécutifs. Ça, c'est vraiment l'augmentation des niveaux. Ensuite, on va avoir des critères sur, évidemment, la pénibilité au travail. Et là, on va regarder quels sont les aménagements qui sont mis en place par l'entreprise pour limiter la pénibilité de leurs salariés. Par exemple, la mécanisation du curage, des box paddock qui permettent de limiter les déplacements pour sortir les chevaux tous les jours. On peut aller jusqu'au système d'affouragement automatique ou au distributeur automatique de concentré. Donc ça, c'est vraiment sur le nombre d'éléments qui sont mis en place pour réduire la pénibilité. Un autre exemple, et ça rebondit sur ce que disait Sharon tout à l'heure, ce qui est important, c'est la sécurité au travail. Donc là, ce qu'on essaye de mettre en place et d'accompagner les professionnels en ce sens, c'est d'assurer la sécurité des travailleurs et des animaux. Donc à la fois de mettre en place des procédures de sécurité, de mettre des process en place, mais aussi de mettre à disposition des salariés des équipements de protection individuels, par exemple gilets de protection, chaussures de sécurité ou autres. Et enfin, un critère qui va parler au plus grand nombre, un critère sur la rémunération mieux-disante. Alors effectivement, on a le salaire en tant que tel, de voir si on est au-delà des minimums de la convention collective, mais aussi d'autres avantages comme des tickets restaurants, des prises en charge de mutuelles, des primes, des réductions sur des pensions ou autres. Voilà pour donner un petit peu des exemples concrets. Et est-ce que l'analyse de ces diagnostics, puisque finalement vous en avez un certain nombre maintenant, a permis de discerner un petit peu parmi ces critères ce qui pêchait le plus dans cette filière ? Alors, pour les structures qui ne sont pas éligibles, on a évidemment des problématiques sur des critères vraiment liés au respect du droit du travail, comme les heures supplémentaires ou la gestion des heures supplémentaires en tout cas. Donc là, on s'arrête au stade de l'éligibilité. Après, sur des structures qui sont éligibles et qu'il faut accompagner, on le voit, l'intégration des nouveaux collaborateurs, c'est quelque chose qui est peu pris en compte dans notre filière. Et nous, ce qu'on demande pour pouvoir être labellisé, c'est d'avoir, par exemple, un livret d'accueil. Alors, c'est quelque chose qui semble très simple, mais là, on accompagne vraiment les professionnels là-dessus pour qu'ils puissent mettre en place un livret d'accueil pour leur entreprise avec toutes les informations nécessaires lorsqu'un nouveau collaborateur intègre l'entreprise. Et ça, on se rendait compte que c'était quelque chose qui n'était presque jamais fait. Et là, c'est vraiment notre rôle. Donc, on a créé tout un modèle pour que les employeurs, en tout cas, puissent s'en saisir et l'adapter à leur entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On ne se doutait pas que ce serait forcément un problème. On l'a constaté, donc on met en place des outils derrière pour pouvoir répondre à ces problématiques. Charlotte, excuse-moi, tu parles du livret d'accueil, mais est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose autour des fiches de poste ? Oui, tout à fait. Là, on a plus d'une vingtaine d'outils qui sont en cours de développement, dont les fiches de poste. L'idée, pour l'instant, c'est de faire des modèles par type de métier avec une fiche de poste un petit peu type, évidemment, que les employeurs pourront adapter à leur structure de façon personnalisée. Oui, je pense que c'est une très bonne chose parce que la fiche de poste, c'est vraiment ce qui va définir ce qui est attendu de la personne qui va travailler. Donc, c'est aussi dans la fiche de poste que va pouvoir être mis en place tous les éléments pour pouvoir ensuite définir ce qui est fait et est-ce que c'est du bon et du beau travail. Donc, pour moi, c'est vraiment un point majeur que cette fiche de poste. Oui, vous pouvez effectivement adapter en fonction des problèmes rencontrés et fournir des solutions à ces entreprises. Alors, Vanina, Charlotte a parlé tout à l'heure de cette problématique de mécanisation du travail dans la filière, puisque c'est quelque chose d'assez récent dans la filière équine. Pour autant, on l'a vécu de façon antérieure dans la filière bovine, et ce n'est pas forcément la panacée, je crois. Oui, alors tout ce qui va permettre d'améliorer la charge et la pénibilité de la charge de travail, je pense que c'est indispensable à mettre en place. Maintenant, il faut faire bien attention aux outils qui sont utilisés et surtout faire en sorte que ça reste des outils.
pour améliorer la pénibilité du travail. Il y a des études qui ont été menées plutôt dans la filière bovine autour des outils digitalisés, par exemple les nouveaux robots de traite, donc censés alléger la pénibilité du travail, faire en sorte que l'éleveur soit moins présent. Et il s'avère que ça semble, en fonction des résultats obtenus dans les enquêtes, contre-productif. Parce qu'en fait, ce sont des outils qui demandent une certaine technicité que n'ont pas toujours les éleveurs. Et donc, ils se retrouvent à être en difficulté parce que quand ça tombe en panne ou qu'il y a un souci, ils sont obligés de faire appel à l'entreprise. Ils perdent en autonomie. Donc, ils sont beaucoup plus dépendants. Il y a ce sentiment de pas être suffisamment au point là-dessus. C'est jamais agréable. Et puis, dans cette digitalisation, c'est souvent des objets connectés. On s'aperçoit que la pénibilité en elle-même est à améliorer. Il y a beaucoup moins de charge physique, mais par contre, la charge mentale augmente. Parce qu'avec les objets connectés, c'est tout le temps en train d'envoyer des notifications. On s'aperçoit à une surcharge liée à ces notifications où l'éleveur est toujours en train de regarder, voir s'il y a un problème ou pas dans l'élevage. Cette charge mentale vient impacter la qualité de vie au travail. Et l'autre élément, c'est que les personnes qui ont travaillé justement sur cette digitalisation se sont aperçues que ça modifiait le rapport entre l'éleveur et ses vaches. C'est-à-dire que il va être moins présent. Quand il intervient souvent parce qu'il y a un problème. Donc, dans des situations de stress, on voit une détérioration de la relation. Et puis, ce qui a été montré aussi, c'est que les éleveurs perdaient en intuition. L'intuition, ça va parler à beaucoup de monde. C'est quand vous êtes avec vos animaux, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez que votre animal ne va pas bien, vous savez pas exactement pourquoi, mais vous le ressentez. Ça, c'est des choses qui sont très incorporées à force d'être en lien avec les animaux. Et utiliser ces outils digitalisés, c'est perdre de cette relation, donc perdre de l'intimité et donc de l'intuition. Et en fait, ils interviennent souvent que en cas d'urgence parce qu'ils n'ont pas vu les signaux préalables. Alors effectivement, donc vigilance à avoir vis-à-vis de cette digitalisation et mécanisation du travail dans la filière équine. Charlotte, ce label, il est mis en place, maintenant il existe, et apparemment il fonctionne plutôt bien. Comment les professionnels le reçoivent ? On a différents profils en fait de personnes. On a ceux qui rentrent dans la démarche pour le côté, ils considèrent mettre déjà en place des bonnes pratiques et ils veulent ce côté label, image de marque, pouvoir se différencier de la concurrence sur le marché de l'emploi. Donc ça, on a une partie, c'était d'ailleurs un petit peu les premiers à se faire labelliser. Ensuite, on a vraiment énormément de structures qui rentrent sur le côté conseil, être accompagnées. On se rend compte que elles ont vraiment besoin d'accompagnement déjà pour s'assurer que leur entreprise est en conformité avec le droit du travail, pour assurer le bien-être au travail de l'ensemble de ses salariés. Nous, avec le label EQRS Bien-être au travail, comme je le disais tout à l'heure, on a une personne qui vient sur place. Donc, il y a vraiment un regard extérieur, quelqu'un de neutre qui vient. Alors oui, on a une grille de critères, mais derrière, c'est vraiment de pouvoir donner des axes d'amélioration individuels et spécifiques à la structure en question. Et également, du coup, on a toute une équipe, alors entre nos 3 organismes, mais qui est à la disposition des professionnels pour répondre à toutes leurs interrogations, que ce soit avant la labellisation, mais également après, en fait, de se dire, on est rentré dans cette démarche, on est à tel niveau, j'ai eu tels axes d'amélioration dans mon rapport d'évaluation, ok, mais maintenant, comment je peux les mettre en place ? Et du coup, également avec nos partenaires, on essaye de mettre en place un certain nombre d'outils pour faciliter un peu la vie de nos employeurs. Alors, on a des outils qui sortent, comme je le disais tout à l'heure, sur le livret d'accueil, des exemples ou des process, en tout cas, sur comment remplir son DERP. Enfin, on essaye vraiment d'avoir des outils concrets. Des formations aussi, non ? Des formations. On a développé une formation management qu'on a mis en place pour répondre, encore une fois, à la problématique de les employeurs de la filière équine ne sont pas formés au management et on a des problèmes de management, donc on essaye d'y répondre comme ça. Et en fait, c'est ça, ce dont on s'est aperçu, c'est que la formation descendante, c'est pas toujours le modèle idéal. Par contre, il y a un vrai besoin de parler entre pairs
et entre employeurs. Et ça, lors des dernières formations, c'était vraiment très intéressant, avec des employeurs de secteurs de la filière qui n'échangent pas forcément en temps normal entre cours, centres équestres, éleveurs, et là de pouvoir échanger sur les pratiques et sur comment améliorer ça. Et justement, là, c'est ce qu'on va développer aussi, c'est des journées plutôt d'information et d'échange sur ces questions-là, sur comment améliorer les conditions de travail de ces salariés dans la filière équine, avec vraiment, on axe sur des temps d'échange. Alors évidemment, on est là pour leur apporter des outils, mais aussi des vrais temps d'échange entre professionnels. Alors on arrive à la fin de notre échange sur cette problématique très large et très importante du bien-être au travail. Charlène, si on voulait retenir un point de cette démarche? Alors, je dirais que l'enregistrement de ce podcast sur cette thématique, elle est révélatrice de 2 points. La première, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et que c'est le bon moment pour en parler. Je m'explique, c'est que il y a 10 ans, cette thématique, ce sujet n'aurait pas eu sa place dans les débats, donc preuve que la filière équine s'empare de ce sujet. Le label, s'il avait existé en même temps que environnement et bien-être animal, je pense qu'il n'aurait pas connu le succès qu'il est en train de connaître. Donc voilà, ce premier point de prise de conscience. Et le deuxième, je pense que la preuve en est avec la création du label Écuresse Bien-être au travail. On aurait aussi pu faire le choix d'intégrer les entreprises dans un processus de labellisation avec des labels qui existent déjà. Mais Charlotte pourra compléter au besoin. Il est apparu que ça ne collait pas. Donc en fait, moi, le deuxième point et le dernier pour conclure mon intervention, ce serait de dire que la filière équine, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle retrouve son équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de copier-coller avec la filière équine. On ne peut pas transposer un modèle qui fonctionne, par exemple, en industrie. Et donc là, on chemine vers son propre équilibre. Et donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est un temps qui est nécessaire et qui est pressé parce que les évolutions sociétales, elles progressent très vite. Vanina, que retenir de cette démarche? Alors moi, je voudrais conclure sur 2 points. Tout d'abord, je voudrais revenir sur les enjeux majeurs du bien vivre au travail. Je l'ai déjà dit, nous ne travaillons jamais seuls. Nous faisons une œuvre commune qui a pour but d'être utile pour soi, pour les autres et pour la société. Ce qu'ont montré les sociologues du travail, c'était combien le lieu de travail est un lieu d'exercice du vivre ensemble, c'est-à-dire du faire société. Autrement dit, on pourrait dire que les lieux de travail sont des mini-espaces d'exercice de la démocratie. Pour cela, il faut avoir des espaces de délibération où on peut dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien fait dans le travail, comment améliorer le travail. C'est aussi d'accepter, par exemple, de rogner sur son ego pour que tout le monde puisse s'épanouir dans le collectif. Donc, autant de règles qui se mettent en place dans les collectifs de travail pour bien vivre ensemble, pour faire société. Et j'en arrive à mon autre point de conclusion de ce podcast où je voudrais saluer le travail réalisé par donc Charlotte Fustek qui est ici donc avec Écuresse, mais aussi Tiffaine Drouot qui était à Equiresources et Élise David de la FASEC qui ont véritablement œuvré ensemble pour monter ce label avec le vrai souci des autres, la vraie volonté d'améliorer les situations de travail dans les mondes du cheval. Charlotte, une phrase de conclusion? Alors en une phrase, ça va être un petit peu quelque chose de positif, c'est que on a eu là la première lettre de motivation auprès des services d'Equiresources pour une structure qui est labellisée Écuresse Bien-être au travail. Et la candidate, pour le coup c'était une candidate, dans sa lettre écrit noir sur blanc qu'elle candidate auprès de cette entreprise parce qu'elle est labellisée Écuresse Bien-être au travail. Donc nous, c'est vraiment le point positif et la preuve que finalement ce label, il est allé jusqu'au candidat, au futur talent de cette filière et c'était vraiment aussi l'objectif de redynamiser l'emploi et l'attractivité de la filière équine. Merci à vous. Merci au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.